Vous vous donnez quel laps de temps pour faire progresser votre technique? Moi, je pense que c'est très difficile. Moi, je vois certainement une sorte de 10 à 15 ans. Tout dépend un petit peu ce qu'on appelle le début. Il est évident, ceci est déjà une implantation chez des personnes qui n'en tirent pas énormément de bénéfices, et elles le savaient. Je veux dire, ces personnes ne sont pas déçues, ce sont des personnes qui viennent encore régulièrement au laboratoire. Donc elles se prêtent volontiers à l'expérience. Voilà. Elle connaissait, effectivement, elle connaissait un peu le niveau et ce à quoi s'attendre, donc il n'y a pas de déception. Et je dirais leur motivation principale est à la limite de participer. Ce sont réellement des personnes qui participent, je dirais, au même titre que nous à ce développement et à la recherche. Donc ce sont des personnes qui nous ont rendu des services très importants. Mais progressivement, on va avoir des petits bénéfices. Déjà ici, le fait de percevoir la lumière est un peu vécu comme une expérience extrêmement encourageante. Et puis si ça peut permettre de se déplacer un petit peu dans l'appartement ou la maison, ça va motiver un certain nombre de personnes encore. Et puis on va avoir progressivement, j'imagine, des résultats qui justifient une implantation chez de plus en plus de personnes. Mais on a certainement devant nous un début qui va être extrêmement progressif et où il est très difficile de fixer une limite et de dire à quel moment les choses deviendront ce qu'on appelle clinique. À partir de quel moment on pourra considérer ça comme un traitement clinique. Actuellement, c'est certainement pas encore un traitement clinique. Actuellement, c'est clairement de la recherche et rien d'autre que de la recherche. Mais je pense que d'ici 10 à 15 ans, on pourra imaginer que pour une série de patients, ceci deviendra une solution clinique. Dominique, tu veux poser une question? Oui, une question très naïve. Quand les personnes que vous nous avez montrées sont donc atteintes de cette maladie, combien de temps faut-il, je ne sais même pas si ça se passe, pour que les choses, les neurones, les connexions dégénèrent dans le cerveau? C'est-à-dire, faut-il agir très vite, ou bien est-ce que le cerveau est resté, parce qu'il a été connecté comme ça auparavant, est-ce qu'il reste en l'état? Mais la maladie ici est extrêmement chronique. Donc ce sont des maladies congénitales, ce sont des maladies génétiques. Donc on est avec la maladie, on s'aperçoit du diagnostic, ou on s'aperçoit des premiers symptômes d'une façon variable, je dirais, depuis l'adolescence jusque vers 30 ans. Et puis ça peut évoluer pendant 10, 15, 20, 30 ans avant d'arriver à une cécité totale. Ce n'est pas toujours le cas d'ailleurs, il y en a qui ne vont pas jusque-là. Alors c'est très difficile dans ce cadre-là de dire derrière ça combien de temps survivent les cellules ganglionnaires, par exemple, qui sont celles que nous stimulons. Je pense que pour nous, en tout cas, c'est certainement un des aspects sur lesquels on devrait pouvoir travailler, c'est l'idée de pouvoir entretenir des cellules ganglionnaires chez des patients qui sont atteints de cette maladie et qui ne sont atteints que de façon marginale, de façon à ce que le jour où on est un peu trop loin, on puisse toujours bénéficier d'un système visuel accessible. Oui, on remarque que les deux présentations de ce matin butent toujours sur le même problème, qui est le problème de l'interface entre le hardware et puis les systèmes biologiques. Et pourtant, il y a de nombreuses pistes, peut-être des pistes de nanotechnologie, des pistes optiques, des pistes magnétiques, etc. Enfin, je pense qu'il y a de très nombreuses pistes, même des pistes biologiques elles-mêmes, avec des systèmes biologiques créés de protéiques et autres, qui peuvent aussi éventuellement créer des circuits électroniques, mais protéiques, je dirais. Alors, est-ce qu'il y a un projet européen déjà qui existe et qui travaille sur toutes les bases de la connectivité et de l'interface entre l'homme et la machine? Et s'il n'y en a pas, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait quelque chose d'assez puissant qui travaille sur ces aspects fondamentaux? Oui, il y a des projets européens. D'abord, ce que je vous ai présenté, ça fait l'objet de 2 projets européens dans lesquels Matra Electronic France a participé. Donc, je dirais, le financement est européen? Le financement est européen. Donc, de ce que je vous ai présenté.
Alors, il existe dans le domaine des prothèses visuelles plusieurs projets allemands. Il y a eu un regroupement de ces projets, donc on ne sait plus maintenant c'est un projet ou plusieurs projets, mais donc en Allemagne, il y a plusieurs projets. Je sais qu'en Allemagne, il y a aussi donc, des gens qui sont très actifs au niveau de cette interface de façon beaucoup plus générale et beaucoup plus large que simplement le système visuel. Maintenant, je crois savoir qu'à Paris, il y a une équipe qui commence à s'intéresser aussi à la prothèse visuelle et notamment à la stimulation de la rétine. Donc il y a plusieurs groupes en tout cas. Une question à Alain Prochian sur sur la façon dont on analyse les signaux du cerveau. Est-ce qu'on peut espérer faire des gros progrès dans ce domaine? Est-ce que finalement on peut fantasmer, imaginer qu'on sache un jour lire dans nos pensées? Le problème de l'analyse, c'est que vous analysez en temps réel un neurone, vous avez des milliers de signaux. Si vous analysez en temps réel plusieurs centaines de neurones, c'est pas énorme, hein, parce qu'en fait, les gens qui ont fait des expériences dans les cortex préfrontal, prémoteur, où ils mettent une grille comme ça, et c'est un échantillon de neurones. Donc on reconstitue à partir d'un échantillon de neurones. Donc pareil d'ailleurs pour un certain nombre de stimuli du genre les greffes cochléaires, etc. Donc il faut vraiment des mathématiciens. Je crois que c'est une des choses vraiment intéressantes, c'est des physiciens bien entendu, on a bien vu la sophistication des outils qu'il faut développer, mais des mathématiciens qui sont capables de comprendre ce que veulent dire ces centaines de neurones qui déchargent en même temps. Donc là, il y a une sorte de langage, ça s'appelle l'extraction du signal, qui sont des problèmes d'ingénierie, d'informatique auxquels vous avez probablement à faire face quand vous envoyez des sondes. Donc ce genre d'extraction du signal demandera probablement le développement d'interfaces non pas entre l'homme et la machine, mais entre le mathématicien et le biologiste. Et je crois que de ce côté-là, il y a beaucoup à faire, mais c'est en train de se faire, oui. C'est au sujet de la dyslexie qui atteint les enfants et même les adultes qui le restent. Est-ce que certaines personnes disent comme ça, la dyslexie est d'une origine psychologique, et il y a une autre théorie qui dit comme ça, la dyslexie, ce serait une origine physique. En fait, une sorte de petite erreur qu'il y aurait dans le cerveau, les deux hémisphères seraient égaux, aussi bien le droit que le gauche, ce qui provoquerait chez ces personnes-là une dyslexie. Est-ce que c'est prouvé? Est-ce qu'on a pu le vérifier par des autopsies et autres? Ou alors on est encore dans le flou? Bon, c'est certainement pas ma spécialité, hein, mais on a montré des anomalies. Je pense que le problème est un petit peu dans l'interprétation de ces anomalies. Et il y a une grosse différence entre voir des différences entre des cerveaux dits normaux, des cerveaux qui correspondent à un problème, et puis interpréter cette différence, savoir si elle est le résultat d'un type de comportement, d'un type de stratégie, ou si elle est la cause. Et puis, les anomalies ou les différences qu'on voit ne sont pas nécessairement les seules qui existent, et elles ne sont pas nécessairement celles qui interprètent. Donc, il existe au niveau de la dyslexie encore toujours énormément de discussions et d'interprétations différentes. Je pense que ce serait prématuré aujourd'hui de dire dans quel sens il faut l'interpréter. Mais il existe certainement des modifications cérébrales. Ça, c'est une chose qui a été démontrée. Présenté comme un morphogénéticien, est-ce qu'on ne serait pas intéressé, parce qu'effectivement, à propos de cette plasticité et cette rigidité, elle serait extrêmement intéressante de redonner un peu de plasticité quand on veut greffer des organes chez quelqu'un. Alors, par conséquent, je ne sais pas comment il faut les appeler, ces gens-là. Ça ne doit pas plus être des morphogénéticiens, mais des physiogénéticiens. Est-ce que ça existe, cette bestiole? Un physiogénéticien? Je ne sais pas, mais la question de la plasticité retrouvée est quelque chose, ou transitoirement retrouvée, est effectivement un problème très très important. C'est-à-dire que vous avez vu avec les histoires de prothèses visuelles, mais on a le même problème avec les prothèses auditives, et éventuellement on peut imaginer d'autres types de prothèses. Il y a un moment où il faut rétablir une connexion avec le système nerveux central. Et une fois qu'on a passé la période critique, on a perdu la période qui permet une plasticité massive, d'une certaine façon. Donc tout ce qui permet de comprendre ce qui ouvre, qui ferme une période critique, qui éventuellement permet de la rouvrir à un moment déterminé et dans un endroit déterminé,
peut permettre de rétablir une connectivité entre soit deux systèmes biologiques, bien entendu. Il y a des gens qui veulent utiliser des cellules souches, par exemple. Tout à l'heure, on parlait de neurones ganglionnaires. Il y a des expériences récentes qui ont utilisé chez l'animal des cellules souches pour refaire des neurones ganglionnaires. Donc, entre deux systèmes biologiques, mais aussi entre un système biologique et un système non biologique. La limitation, derrière ça, c'est pas tellement le problème empirique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expériences de réparation qui ont été faites. Par exemple, on a mis des cellules, on a dit ça pousse, et puis ça répare. Le problème, c'est d'avoir une compréhension raisonnée de quelles sont de la façon dont ça pousse, de la façon dont ça répare, de pouvoir contrôler la chose. Et surtout, et c'est là-dessus que je pense que ce plateau est particulièrement au centre de la question, de comprendre comment les deux logiques peuvent s'affronter. Parce que autant on peut contrôler la logique d'une machine qu'on construit, autant je crois qu'il est raisonnable de dire qu'on ne sait pas aujourd'hui quelle est la logique du fonctionnement cérébral. Parce que le cerveau n'est pas une machine. Et les détours d'évolution ont été probablement incroyablement irrespectueux de la logique.